Bonjour tout le monde, je me nomme Joël McLean et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Alors, je suis tellement heureux que vous êtes là aujourd'hui, donc bravo de prendre le temps pour votre croissance. C'est tellement important de faire le temps pour nous, pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui que nous l'étions hier. Donc, vraiment heureux que vous êtes là. Et puis aujourd'hui, j'ai pensé de vous parler d'un billet de blog que j'ai écrit en août 2021. C'est quand même un billet qui est très pertinent aujourd'hui, donc la thématique, mais c'est un billet qui a reçu quand même plusieurs lectures. Alors, le billet s'intitule 5 stratégies pour de bonnes rencontres efficaces. Et puis, qui ne veut pas participer à des rencontres efficaces ou même planifier des rencontres efficaces? C'est important. On veut que les gens soient engagés et on ne veut surtout pas que les gens se sentent comme si c'est une perte de temps. Parce que, mais la façon que moi je le vois, du moins dans une équipe, quand on se rencontre, c'est un privilège, ça. C'est parce qu'on fait le temps et on se dit que c'est assez important pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, c'est tellement important de s'assurer que c'est pertinent aux gens, que ça parle aux gens, que les gens sont engagés et puis qu'ils sont motivés d'être là aussi. Tu sais? Parce qu'il n'y a rien de pire que de participer à plein de rencontres et puis qu'on se sent comme si on n'a pas une contribution à faire ou on est toujours en train de regarder à notre montre à l'heure pour dire, écoute, j'aurais de meilleures choses à faire. Donc, c'est certain que c'est important, bien sûr, de s'assurer que c'est pertinent pour tout le monde. Et puis, dans ce billet, bien, moi, j'ai suggéré 5 stratégies qui peuvent aider à rendre nos rencontres efficaces et engageantes aussi en même temps. Et puis ça, c'est de par mon expérience à travers de 27 années en éducation, dont 18 comme dans des postes de direction de service. Alors, des rencontres, j'en ai beaucoup animé à travers des années, mais j'ai aussi participé à plusieurs rencontres. Donc, à travers de toutes ces années et puis de toutes ces rencontres, ben, j'ai pu comme observer puis tirer là, qu'est-ce que je croyais était comme des pratiques gagnantes par rapport à ben, comment est-ce que moi je voudrais vivre une rencontre, n'est-ce pas? Si moi je suis dans une rencontre, mais qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que je veux être là? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme si je ne perds pas mon temps? Alors, ce sont les éléments dont je suis allé chercher et puis en août 2021, ben, j'ai décidé de mettre en mots, donc dans un billet de blog, afin de vous parler de ça. Alors, 5 stratégies pour de bonnes rencontres efficaces. Et puis, je me suis beaucoup inspiré aussi de différents ouvrages, dont The Advantage de Patrick Lencioni. Si vous n'avez pas lu cet article ou cet ouvrage, le livre, c'est une excellente lecture à faire par rapport à tout ce qui est le travail d'équipe, comment être efficace, efficient en équipe, et puis comment maximiser l'impact de l'équipe. Alors, Patrick Lencioni a une série de livres. C'est excellent, mais The Advantage en particulier en parle un peu là, de ce modèle de rencontre. La première stratégie, bien, c'est une question que je me pose. Qui devrait être à la rencontre? C'est une vraiment bonne question à se poser, n'est-ce pas? Puis, c'est après 27 années en éducation, dont 18 années dans des postes de direction puis de direction de service, j'en ai animé des rencontres. Et puis, j'ai participé à plusieurs rencontres aussi. Puis, à un moment donné, bien, j'ai réalisé que c'était pas tout le temps nécessaire d'avoir tout le monde, c'est tous les membres de l'équipe à chaque rencontre. La raison que je croyais peut-être que je pense que j'invitais tout le monde à chacune des rencontres, c'est que je voulais m'assurer que les gens se sentent comme s'ils étaient inclus dans les décisions, dans qu'est-ce qui se passait dans une équipe. Et puis, qu'est-ce que j'ai venu qu'à réaliser, c'est qu'en bâtissant mon équipe, en bâtissant l'autonomie de chaque personne, le leadership de chaque personne, bien, ensemble, on est venu qu'à réaliser que quand on veut tenir des rencontres, bien, il y a une façon peut-être plus efficace qu'on peut s'y prendre afin de maximiser le temps de tout le monde. Alors, à partir de cette prémisse-là, bien, les gens comprenaient que si nous avions une rencontre et puis que elle n'était pas invitée, ben, c'était pas parce qu'on ne voulait pas que cette personne soit là, c'est parce qu'on avait peut-être évalué que on pouvait avancer avec d'autres membres du personnel et puis que c'était pas nécessaire d'avoir cette personne-là. Mais euh, on communiquait quand même le résultat et les décisions qui avaient été prises dans ces rencontres-là. C'est certain, on avait des documents collaboratifs, on avait plein de choses en place où est-ce que les gens pouvaient consulter et aller voir ben, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, qui devrait y être, c'est une question essentielle. Tu sais, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un avec une certaine compétence? Tu sais, est-ce que ça va être une rencontre ou est-ce que vous allez monter des horaires, par exemple? Y a-t-il quelqu'un tu sais, sur le personnel qui a
qui a une belle force à ce niveau-là. Donc, c'est quelqu'un qu'on aimerait inviter. Quand on a trop de personnes à la rencontre, bien, je pense que vous êtes en accord avec moi à dire que ça peut aller à contre-courant à l'efficacité de la rencontre pour plein de raisons. Tu sais, s'il y a trop de personnes à la rencontre, ben, il y a peut-être certains individus ou certains membres de l'équipe qui sentiront comme si ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir contribuer. Tu sais, ils se disent, écoute, on a 1 heure pour la rencontre, il y a une vingtaine de sujets à l'ordre du jour, et puis il n'y aura pas assez de temps pour faire le tour du pot, là, pour demander à tout le monde qu'est-ce qu'il pense. Donc, ça vaut même pas la peine de tenter de dire quelque chose, donc je ne vais pas parler. Alors, parfois, ça peut se produire lorsqu'on a une rencontre avec trop de personnes. C'est que les gens ne pensent pas qu'ils vont avoir leur chance à parler. Donc, d'autant plus important de se dire, ben, l'objectif, c'est quoi? Et puis, si l'objectif fait en sorte qu'on a besoin de tout le monde à cette rencontre, ben, je pense qu'il va sans dire qu'on doit bien structurer la rencontre afin de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir contribuer. Puis il y a différentes façons qu'on peut faire ça. Sachant que souvent, on a beaucoup d'items à traiter, mais pas beaucoup de temps. Bien, on peut créer des documents collaboratifs live où est-ce que les gens y vont à l'intérieur. Puis même si chaque personne n'a pas eu l'occasion de pouvoir contribuer verbalement, bien, ils ont quand même l'occasion de le faire à l'intérieur du document. Alors ça, c'est une façon de s'assurer que les gens ont leur voix, peuvent l'utiliser, puis nous donnent leurs idées. C'est dans des documents collaboratifs live là, pendant les rencontres. Alors, je pense que ça vaut la peine de vraiment se poser la question, tu sais, est-ce que j'ai besoin tu sais, de certaines personnes avec certaines compétences euh, ou est-ce que j'ai besoin de tout le monde à cette rencontre? Je crois que c'est une question quand même importante à se poser. Puis d'ailleurs, j'ai un ouvrage à vous proposer par rapport à toute la question tu sais, de gens qui peut-être qui ne parlent pas aux rencontres. Quelles sont les raisons pourquoi ils ne parlent pas? Et puis, ça vient de l'auteur Steven Shedletsky, Speak Up Culture. Donc, voici l'ouvrage ici, le Speak Up Culture. Alors, merci à Annie Demers qui m'a proposé cette lecture. Donc, Annie, si tu écoutes à l'épisode, merci beaucoup. Alors, Speak Up Culture de Steven Shedletsky il parle un peu de tu sais, comment est-ce qu'on peut créer cette culture de speak up, comme qu'on dit, où est-ce que les gens se sentent à l'aise et en sécurité de pouvoir contribuer, de pouvoir parler, de pouvoir dire qu'est-ce qu'ils pensent d'une façon professionnelle et respectueuse, bien sûr, sans avoir peur de répercussions. Alors, à l'intérieur de cet ouvrage, du moins, il touche un peu sur tout l'aspect de quand il y a beaucoup de gens, on sent comme si peut-être on n'aura pas la chance de pouvoir contribuer. Alors, c'est vraiment intéressant. Je vous suggère cet ouvrage-là. Mais, tu sais, par rapport à qui est-ce que j'invite à la rencontre, moi, je vous suggère de vous poser la question. Je vous suggère d'être très clair et précis par rapport à votre intention de la rencontre. C'est quel est le produit final que je veux là, à la fin. Et puis, par rapport à ce produit final-là, qui est-ce que j'ai besoin à la table, d'avoir à la table? Ça, c'est une question importante à se poser aussi. Ça, c'était le numéro un. La deuxième stratégie, bien, c'est qu'est-ce que j'appelle un ordre du jour en temps réel. Et puis ça a été une expérience assez intéressante. L'ordre du jour, c'est quelque chose, je trouve, assez intéressant. Puis je dis ça parce que j'ai réalisé à travers du temps que j'ai comme passé à travers de différentes phases de comment je montais ou je préparais cet ordre du jour-là. C'est assez intéressant. Je vais lire quelques items ici. Donc, je demande à mes lecteurs dans le billet de blog euh, de prendre quelques instants pour lire à peu près 5 boulets, puis je leur demande, bien, est-ce que tu peux te rapporter à certains des constats suivants? Donc, disons que toi, tu as organisé une rencontre ou que tu as fait partie d'une rencontre. Il y a un ordre du jour habituellement, n'est-ce pas? Écoutez bien, puis pensez-y là, si vous pouvez vous rapporter à certains de ces éléments ici. L'ordre du jour est monté par le leader seulement. L'ordre du jour est collaboratif. L'ordre du jour est monté la journée même de la réunion, ou peut-être même à quelques heures ou à 1 heure de la réunion. Il n'y a pas de consultation auprès de l'équipe quant au sujet de l'ordre du jour. L'ordre du jour n'est pas partagé avant la réunion, mais on prend connaissance seulement lors de la réunion. Alors, je suis certain qu'en lisant les différentes situations, les différents constats, vous avez fait des liens de par votre expérience de qu'est-ce que vous avez vécu dans le terrain. Alors, l'autre jour, c'était assez intéressant. Puis, à un moment donné, j'avais essayé une expérience où est-ce que j'ai créé un autre jour que j'ai nommé en temps réel. Alors, essentiellement,
L'ordre du jour a été créé. Il y a des sujets qui ont été ajoutés dans l'ordre du jour. Et puis cet ordre du jour-là était placé dans un environnement partagé. Donc, c'était dans un SharePoint de Microsoft. Et puis, les gens pouvaient aller consulter l'ordre du jour d'avance, bien à l'avance même. Et puis même, on s'était organisé de façon à ce qu'on avait préparé toutes les ordres du jour de nos rencontres toute une année scolaire d'avance. Et puis déjà, tu sais, à une rencontre, dans l'ordre du jour, à une rencontre d'ici 3 mois, on pouvait aller ajouter des items pour ne pas les oublier. Alors, vraiment efficace, mais en temps réel. Et puis, lorsqu'on arrivait à la rencontre, on révisait les items. Moi, je les révisais aussi à quelques minutes ou à une trentaine de minutes avant la rencontre pour m'assurer que, OK, on a assez de temps ou si j'ai 1 heure 45 minutes, bien combien de temps par sujet à peu près, ou s'il y a des sujets qu'on devrait peut-être mettre de côté parce que c'est pas prioritaire ou c'est pas nécessairement d'une grande importance à les traiter là à cette rencontre parce qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants à traiter ou qui seraient plus importants à traiter. Alors, je faisais ce filtrage-là, puis une fois arrivé à la rencontre, bien, on avait les sujets dont tout le monde pouvait aller consulter d'avance, mais on laissait toujours un petit bloc de temps pour ajouter certains sujets. Alors, là, vous allez dire, ben ça, Joël, c'est un risque, là, parce que une personne peut arriver avec un sujet qu'on ne veut pas nécessairement aborder en équipe, tu sais, en avant de tout le monde comme ça. Puis vous avez entièrement raison. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce cas-là, c'est d'établir les règles du jeu avant, c'est certain. Donc, lorsqu'on parle avec notre personnel ou avec les gens dont vous rencontrez, bien, et puis si vous voulez tenter cette stratégie-là, bien, c'est de faire clair que les sujets qu'on veut apporter à la table, ce sont des sujets qui impliquent tout le monde dans la salle, donc ça implique tout le monde. Ce sont des sujets que j'arrive avec des solutions aussi si jamais ça se rapporte à une problématique. Donc, j'arrive avec des solutions. Et puis, ça doit être des sujets où est-ce que j'arrive avec un esprit ouvert. Donc, je ne suis pas accusatoire, je ne suis pas là pour chialer, je ne suis pas là pour abaisser, mais je suis là pour apporter un sujet qui touche tous les membres de l'équipe ou l'équipe entière ou notre communauté entière, et puis qu'on est à la recherche de solutions. Un peu comme un genre de hot seat dans un groupe mastermind, là. Alors, nous, on avait établi comme cette façon-là de fonctionner, et puis ça a fait en sorte que on n'a pas abouti avec des sujets qu'on ne voulait pas traiter pendant ce petit bloc-là. Mais vraiment intéressant, c'est qu'on laissait cette place-là, cette ouverture-là, pour que les gens puissent arriver avec des suggestions de sujets. Puis c'est arrivé aussi que une personne suggère quelque chose et puis qu'ensemble, on décide, ben, après, tu sais, après une trentaine de secondes, après quelques échanges, on décide de ne pas poursuivre avec le sujet parce que ça serait mieux traité à une autre rencontre ou avec un autre comité ou entre certaines personnes. Donc, on faisait ce travail-là aussi de filtrage à l'intérieur de ce petit bloc-là qu'on se donnait en temps réel. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience et puis je pense que les gens ont vraiment apprécié aussi cette flexibilité de pouvoir arriver avec des choses qu'on n'avait pas pensé, mais qui seraient peut-être pertinentes à l'équipe ou au groupe qui sont réunis ensemble. Alors, hors du jour en temps réel, vraiment important. Rendez ça collaboratif, gang. Habituellement, des ordres du jour, des rencontres d'équipe, des rencontres pour parler d'apprentissage, de finances, etc. Je pense que dans la plupart des cas, les sujets, c'est pas quelque chose de caché, hein, c'est pas secret. Alors, je pense que afin de créer ce sentiment de sécurité, le sentiment que les gens sont dans le loop, hein, qui font partie de l'équipe, mais de rendre cet ordre du jour-là disponible à n'importe quel temps dans un environnement collaboratif, comme un SharePoint par exemple, ou un Google Drive, ou peu importe le système que vous utilisez, mais que les gens puissent y consulter là, comme bien à l'avance afin de pouvoir se préparer et réfléchir, tu sais, avant d'arriver à la rencontre. Si on apporte des sujets à l'ordre du jour et puis qu'on cherche des idées, mais il vaut mieux que les gens aient eu la chance d'y penser avant, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent filtrer, hein, tout ce qui leur passe par la tête et arriver avec leurs meilleures suggestions, leurs meilleures solution, si on veut, là, à ce sujet-là. Donc, rendez votre ordre du jour réel, mais rendez-le aussi accessible aux gens d'avance afin qu'ils puissent bien se préparer pour la rencontre.
Ça, c'était la stratégie numéro 2. Stratégie numéro 3, bien, c'est le conflit productif. Et puis, il y a un ouvrage qui existe que j'ai lu, puis d'ailleurs, j'ai fait l'expérience au CSPNA lorsque j'étais direction de service. Le CSPNA a mis en place une façon de fonctionner qu'on nommait à la Patrick Lencioni. Donc, pour ceux et celles qui le connaissent, peut-être qu'ils ne le connaissent pas, Patrick Lencioni, c'est un expert au niveau du travail d'équipe, du développement organisationnel. Et puis, il a écrit plusieurs livres par rapport à ça. Donc, si vous allez dans Amazon ou dans Google, faites une recherche Patrick Lencioni, et puis vous allez voir tous les ouvrages qu'il a fait. Puis, en particulier, il y en a un qui se nomme The Advantage. Et puis dans cet ouvrage, Patrick Lencioni parle de l'importance d'avoir du conflit productif. Et puis, je comprends que dans une rencontre, le conflit, ordinairement, on tente d'éviter ça, n'est-ce pas? Parce que les gens, généralement, je pense, n'aiment pas le conflit. Moi, j'aime pas le conflit. Et puis, on se sent, on devient mal à l'aise, on peut rougir, on peut devenir nerveux lorsque quelqu'un nous challenge lors d'une rencontre, n'est-ce pas? Je pense qu'on a pas mal tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu assez souvent. Ça a pris du temps pour m'habituer. Tu sais, c'est pas facile de se faire challenger, mais d'une façon constructive. Et puis de se faire mettre sur le spot comme ça afin de pouvoir peut-être justifier un point ou apporter d'autres clarifications par rapport à un point. Mais le conflit productif, c'est absolument magnifique. Si vous pouvez développer cette culture-là dans votre équipe où est-ce qu'on n'a pas peur de challenger l'idée de quelqu'un, de poser des questions, de remettre en question, sans penser ou sans avoir peur des répercussions ou sans penser que l'autre personne va être insultée, c'est de toute beauté. Laissez-moi vous dire. Donc, le conflit productif, c'est quelque chose à travailler activement dans une équipe. Et on doit le dire souvent. On doit dire aux gens que c'est correct de questionner. C'est correct que si, tu sais, moi, je propose quelque chose et puis vous avez des inquiétudes, que vous l'apportez à la table. Ça, c'est la culture qu'on veut développer dans notre équipe. Puis quand on se rencontre, là, comme j'ai dit en début d'épisode, se rencontrer, là, c'est un privilège. On se dit que c'est important, on fait le temps, puis on se rencontre parce qu'écoutez, là, on s'entend qu'il y a plein d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Alors, on veut que ça compte. Donc, si on veut que ça compte, là, on veut que les gens arrivent, qu'ils soient honnêtes, puis qu'ils se sentent en sécurité et capables de pouvoir contribuer d'une façon constructive. Et puis parfois, pour pouvoir avancer, on doit, euh, on doit travailler un peu plus fort, hein, on doit se débattre un peu. Puis se débattre, là, le débat, c'est une bonne chose, ça. Souvent, moi, j'ai apporté des sujets où j'ai proposé quelque chose et puis ça a engendré un débat constructif. Et puis en bout de ligne, j'ai réalisé tabarouette comme je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que si on fait une telle chose, ça peut avoir certaines répercussions, donc je n'avais pas pensé. Alors, et puis d'autres fois, bien, on aboutit à déterminer que, OK, ben finalement, l'idée est bonne et puis on va avancer avec. Mais d'avoir ce débat-là, le conflit productif, c'est tellement important parce que ça va défricher tous ces éléments-là d'une rencontre. OK? Fait que si on veut être vraiment efficace et efficient avec notre temps, là, ben, c'est important de l'apporter à la table, là, ce conflit-là, ce débat-là, pour pouvoir nous assurer qu'on avance avec qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour notre communauté. C'est pas facile de développer cette culture. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le conflit puis qui évitent le conflit. Mais qu'est-ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un type de conflit, mais c'est pas comme un conflit comme qu'on le connaît, là. Tu sais, parce que quand on dit le mot conflit, ben, ça engendre certains sentiments à l'intérieur, des papillons dans notre estomac. Ça nous rend mal à l'aise. Peut-être un meilleur terme, ce serait un débat. Est-ce qu'il y a des débats? Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait avancer un débat par rapport à ce sujet-là? Donc, peut-être c'est juste la façon qu'on le dit qui va faire en sorte que ça va encourager les gens à pouvoir, vouloir prendre un risque et puis de pouvoir contribuer activement à une rencontre et avoir le conflit productif, bien sûr. Donc, comme leader, c'est important d'encourager ce conflit productif-là. Puis vous allez voir qu'en le faisant, non seulement est-ce que ça bâtit l'équipe, non seulement est-ce que l'équipe devient plus forte, mais vous allez voir que ça va bâtir les individus aussi. Les gens vont développer leur autonomie. Les gens vont développer leur confiance. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai remarqué en travaillant là-dessus comme leader dans mon équipe, c'est que ça a augmenté l'efficacité personnelle des membres de mon équipe. L'efficacité personnelle des membres de mon équipe. Alors, quelque chose de vraiment bien à faire,
parce que ça, c'est un investissement qu'on fait, n'est-ce pas, à long terme, de bâtir les gens dans notre équipe. Ça va faire en sorte que ce n'est pas juste nos rencontres qui deviennent efficaces et efficientes, n'est-ce pas, mais toutes les autres choses auxquelles on travaille avec, on travaille ensemble, on collabore. Wow! Ça va aller en montant puis assez rapidement aussi. Donc, élément numéro 3 ou stratégie numéro 3, encourager le débat productif ou le conflit. On ne dira pas fort. Le conflit productif, mais ou le débat productif, c'est une bonne chose. Il faut amener ça à la table. Il faut développer cette culture chez notre équipe. Stratégie numéro 4, bien, j'en ai parlé un peu, c'est le silence. La stratégie, bien, comme une stratégie, mais j'ai nommé ça le silence égal au désaccord. Donc, c'est comme une formule mathématique ou une équation mathématique que j'ai faite. Et puis, ça provient d'une lecture que j'ai faite plusieurs années passées. Je ne me souviens plus quelle lecture. C'était peut-être un podcast de John Maxwell, possiblement. Mais j'ai venu qu'à réaliser que, tu sais, lorsque je pensais aux membres de mon équipe qui ne parlaient pas beaucoup, qui étaient tout le temps silencieux pendant les rencontres, et puis que je tentais de figurer comment je pouvais les encourager à participer plus, à contribuer. J'ai pensé à cette équation-là. J'ai dit, ben, qu'arriverait-il si en équipe, là, on serait tous en accord que si nous demeurons silencieux, ben, ça équivaut à être en désaccord. J'ai proposé ça. Tu sais? Puis j'ai pas posé ça dans le sens que ça va nous encourager à vouloir contribuer, à vouloir parler pendant une rencontre. Donc, si moi, je dis pas que je suis en accord, comme verbalement, là, un signe ou quelque chose qui dit je suis on board, je rame dans la même direction, dans le même canot que l'équipe, je suis good, on y va. Mais si je suis silencieux, là, ça veut dire que je suis en désaccord. Donc, l'équipe a accepté ce défi-là et puis on l'a vécu, justement. Et on remarquait, là, les gens commençaient à remarquer s'il y a quelqu'un qui ne parlait pas. Pas dans le sens de les gêner, mais c'était quasiment comme un élément ludique. Ça ajoutait comme un petit peu de spice ou un petit peu de plaisir à l'intérieur de nos rencontres parce que là, les gens commençaient à remarquer, oh, t'as pas parlé, t'as pas parlé, t'as pas contribué. C'est comme si tu n'es pas en accord avec nous autres. Donc, on s'est fait beaucoup de plaisir avec ça en même temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui a contribué à l'efficacité et l'efficience de nos rencontres. Ça a fait en sorte que ça a fait en sorte que les gens qui gênaient un peu à parler, ça leur a donné peut-être un petit peu de courage, de force à dire que si on a décidé en équipe qu'on allait utiliser cette stratégie-là, bien, je vais l'utiliser. Donc, c'est quasiment comme une bonne pression, tu sais, un push and support, le genre de choses en équipe. Donc, beaucoup aimé cette expérience-là. Puis je pense que Patrick Lencioni en parle aussi dans The Advantage. Là, le silence est égal au désaccord. Euh, je vous encourage d'essayer ça pour voir là, si votre équipe est game à essayer ça. Euh, Vraiment, là, c'est que ça peut porter fruit. Dans mon cas, ça a porté fruit de par expérience. Donc, une belle stratégie. Le silence égal à désaccord, ça, c'était stratégie numéro 4. Et finalement, la stratégie numéro 5 est le retour pour assurer la compréhension. Ça, je ne l'ai pas toujours fait. C'est tellement important. Je l'ai vécu pendant plusieurs années dans la pratique de l'ajouter à l'ordre du jour, le retour pour assurer la compréhension. Puis j'ai vécu plusieurs années où est-ce que je ne l'ai pas fait. Puis je vais vous dire, là, le plus grand retour sur cet investissement-là a été le fait que les gens étaient beaucoup plus sur la même longueur d'onde. J'explique. Lorsque je tenais des rencontres et puis on avait des discussions, on arrivait à des solutions, on arrivait à des décisions, on terminait la rencontre puis c'était fini. Et puis, quelques jours plus tard, ou même quelques semaines plus tard, je venais qu'à réaliser que certains membres qui étaient présents à la rencontre n'avaient pas la même compréhension des solutions ou des décisions qui avaient été prises que moi j'avais. Alors, le fait que je ne faisais pas un retour sur les décisions qui avaient été prises ou les solutions, pour le reformuler, pour le dire en autre mot, puis que j'avais l'attention de tout le monde, ben, c'est comme si les gens y quittaient. Puis, tu sais, après une rencontre, tu vas oublier certains éléments. Mais quand vient le temps de revenir là-dessus, ben, tu vas comme
puiser dans ta mémoire et puis tu vas te dire, OK, tu vas morceler tu vas prendre des petits morceaux, tu vas les mettre ensemble comme un casse-tête et puis là, tu vas former comme une image de qu'est-ce que tu te souviens de ça. Puis parfois, ben, ce n'est pas la même interprétation que tout le monde avait ou que les gens avaient à la table. En faisant le retour à la fin de la rencontre, j'ai remarqué une grosse différence. Donc, à la fin de chaque rencontre, il y avait un item à l'ordre du jour qui disait retour. C'était juste ça. Et puis, on s'assurait de prendre 5 minutes. On retournait sur tous les items qui avaient eu des décisions ou des solutions ou des actions. On retournait sur ces éléments-là. On les repassait. Si certaines personnes avaient certaines actions à faire, on nommait la personne, on nommait l'action. Rapidement, en 5 minutes, on repassait à travers là, pour qu'on puisse tout vraiment digérer ça en même temps. Pas morceler à travers de 60 minutes de rencontre à différents moments, mais tous ensemble, là, tu sais, comme dans le même 5 minutes. Euh, Avec l'attention de tout le monde, mais ça faisait en sorte qu'on partait de la salle, de la rencontre avec la même compréhension. Et lorsqu'on on avait terminé de repasser tous les systèmes, bien, on posait la question aux gens, ben, est-ce que tout le monde comprend bien? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des inquiétudes? Donc, on s'assurait de répondre à ces dernières petites choses-là pour nous assurer que les gens partaient dans le même bateau en train de ramer dans la même direction. Stratégie très, très gagnante de faire le retour pour assurer la compréhension. Ça m'a sauvé beaucoup de temps. Ça m'a épargné beaucoup de stress aussi, beaucoup de frustration. Parce que ça peut l'être frustrant. Écoutez, dans les écoles, comme vous savez, on roule à 100 000 dans mon contexte d'éducation. Donc, tu sais, le plus efficace et efficient qu'on peut l'être, le mieux que c'est. Et puis, quand on doit retourner, on réalise qu'on n'a pas tous compris la même chose, mais que nous étions tous à la même rencontre, ben, tu sais, comme ça peut engendrer des frustrations, c'est normal. Alors, faire le retour, je crois que c'est un must. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, ajoutez ça à votre ordre du jour. C'est un item récurrent à chaque rencontre. Vous prenez 5 minutes, vous retournez sur les actions qui ont été déterminées, les solutions, les décisions, les gens pour qui sont responsables, s'il y en a pour des actions. Vous faites le retour là-dessus. Vous demandez aux gens s'il y a des questions, s'il y a une compréhension commune, s'il y a des inquiétudes. Sinon, bien là, on peut quitter la rencontre et puis nous sommes tous sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Et puis ça va peut-être même éviter des frustrations là, en bout de ligne. Et voilà, gang, hein, les 5 stratégies que je vous propose qui proviennent de ce billet de blog-là pour de bonnes rencontres efficaces, qui devraient y être avoir un ordre du jour accessible en tout temps et en temps réel, encourager le débat productif, le conflit, le débat constructif. Le numéro 4, c'est une petite stratégie, le silence égal au désaccord. Et finalement, le numéro 5, c'est d'assurer en fin de rencontre de faire le retour pour assurer la compréhension. Alors voilà, chers collègues, je vous encourage de tenter ou d'essayer ces 5 stratégies afin de rendre vos rencontres plus efficaces et efficientes. Laissez-moi un commentaire. Donc, si vous vivez certaines choses et puis que vous aimeriez partager ça avec moi, n'hésitez pas de laisser un commentaire, soit au billet de blog. Encore une fois, le nom du billet de blog ou le billet de blog est intitulé 5 stratégies pour de bonnes rencontres efficaces. J'ai publié ça le 14 août 2021. Vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca. Dans le menu, là, il y en a un qui se nomme blog, va là-dedans, puis faites une petite recherche pour des rencontres efficaces. Vous allez trouver le billet tout de suite ou envoyez-moi un courriel. Joël à commercial inspireleadership.ca. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et puis je vous souhaite beaucoup de rencontres efficaces et efficientes. À la prochaine.